écraser ses ennemis, les voir mourir devant soi et entendre les lamentations de leurs femmes. Vous êtes une espèce en voie d'extinction. Peut-être, monsieur. Mais on n'y est pas encore. Eh bien, bonjour à tous et ravi de vous recevoir pour un nouvel épisode du Raging Fire Club. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est Paul Gossem. Et aujourd'hui, je suis pas avec Joe parce que Jonathan Razia, mon comparse, est en tout cas sûrement dans l'avion de retour de Hong Kong. Je vous conseille d'ailleurs de suivre ses aventures hongkongaises avec son super vlog qu'il a fait sur sa chaîne YouTube Jonathan Razia. Il y a plein de trucs à voir, plein de trucs à découvrir. Même parfois on rigole parce qu'il est quand même marrant dans ses aventures, le Joe. Et on l'embrasse. Donc il est pas là. Mais je suis pas tout seul. J'ai amené deux copains à moi qui ont plein de choses à dire sur le cinéma dont on va parler, qui ont plein de choses à dire d'ailleurs sur le cinéma en général. Et je suis super content de les recevoir. C'est vraiment des proches, c'est des membres du club attitrés. Et le premier d'entre eux qui est là et que je vous présente, c'est Vincent Pellis. Comment vas-tu, Vincent ? Salut Paul, ça va très bien. Ravi d'être là pour aborder ce sujet passionnant. Alors, est-ce que tu peux un peu te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas ? En fait, je suis rédacteur sur le site C'est quoi le cinéma, qui d'ailleurs vit ces derniers instants au moment où je vous parle. J'ai lu ça sur les réseaux, ouais. Ouais, c'est la fin de l'aventure, en tout cas en forme écrite. Mais vous pouvez me retrouver en podcast tous les mois sur les séances du Dragon d'Or, donc un podcast consacré au cinéma d'Asie du Sud-Est, qui revient bientôt d'ailleurs de sa pause estivale. Voilà. Alors, très 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 bon podcast que je conseille à tous sur le cinéma asiatique, qui est pointu, qui parle de films que vous entendez, dont parfois vous ne entendrez pas parler ici, par exemple. Donc, il y a une autre, une autre ligne éditoriale, on va dire, mais qui est passionnant. Je vous le conseille. Les séances du Dragon d'Or, c'est vraiment un podcast à écouter, surtout si vous aimez le cinéma asiatique et si vous aimez le cinéma en général, parce que Vincent et ses comparses ont quand même pas mal de choses très intéressantes à dire. Je le dis aussi, Vincent Pellis, tu viens d'écrire le livret de l'édition Homme pour Elou qui est sorti chez Roboto de Kinji Fukasaku. Oui, tout à fait. Ouais, c'est sorti chez Roboto Film. J'ai écrit un petit livret avec une analyse du livret de Kinji Fukasaku. Un petit livret, un beau livret. un beau et intéressant livret. Voilà, j'espère en tout cas que ça vous plaira pour ceux qui ont l'occasion d'acheter cette belle édition de ce super film qui bénéficie d'une très jolie restauration. On en profite pour embrasser Roboto et de saluer son super boulot. Et on a un deuxième invité de grande classe que vous avez déjà entendu plusieurs fois même au sein du Raging Fire Club. Et on va accueillir tout de suite Aurélien Goyo-Vallès. Comment vas-tu, Aurélien ? Ça va très bien et puis très content d'être une fois de plus ici pour discuter cinéma asiatique après avoir causé de Kawajiri, de cinéma indien, tout ça. Donc pour les présentations, en fait, je suis principalement rédacteur, dans l'équipe de rédaction du ciné-club de Monsieur Bobine. Donc je travaille principalement sur les épisodes en fait qui parlent de cinéma asiatique. Donc c'est les épisodes sur John Woo, Tsueyark, Tsukamoto, etc. Et à côté de ça, j'avais aussi lancé un podcast qui est en pause depuis à peu près 2 ans, mais qui en 2026 reprendra, qui se nomme la 36e chambre du cinéphage. Donc voilà, je préviens, c'est pas fini, ça va reprendre. C'est juste que ces 2 dernières années, il y a eu des empêchements, mais on va reprendre ça sous une forme un peu différente, ceci dit, mais voilà. Alors, pareil, ouais, la 36e chambre du cinéphage, excellent podcast. Ouais. J'ai eu le plaisir et l'honneur de participer à quelques épisodes. Les épisodes sont toujours disponibles, donc vous pouvez les écouter. Ils sont sur YouTube, ils sont sur les plateformes de streaming. Et Aurélien Gorio-Vallès et son comparse Johan Orzelik font un très très beau boulot dessus. Donc on vous conseille bien entendu vivement ce podcast qui est un très très bon podcast et qui nous a, nous d'ailleurs, je le dis en passant, donné l'envie de faire le Raging Fire Club. C'est un peu ce podcast-là qui nous a donné envie
le faire. Donc voilà. Et on est très content. Donc, moi, je suis très content et je sais que Joe l'est aussi de recevoir Vincent Pellis et Aurélien Goriot-Vallès pour parler d'un grand monsieur, un très grand monsieur du cinéma asiatique, du cinéma d'arts martiaux, malheureusement disparu dans des circonstances tristes. On va en parler. Et alors, ce monsieur, les gars, c'est qui? Merci. Tang Chia. Tongai. Et alors, c'est parti. On va parler de, je regrettais, Tang Chia. Alors les gars, Tang Chia, qui est décédé le 23 juin de cette année, le 23 juin 2025, à l'âge de 88 ans. Le mieux, c'est de dire comment il est mort. Alors moi, je sais pas, parce qu'il y a plusieurs sources qui se contredisent. On sait qu'il est mort, a priori, en défenestré, je crois. Mais je sais pas, en fait, si c'est un suicide ou un accident. Il y avait plusieurs sources qui se contredisaient. Donc je saurais pas être sûr là-dessus, mais bon, c'est en tout cas une fin tragique. Ouais, en fait, il y a un peu on a l'impression, on sait pas, on n'est pas dans les petits papiers de Tang Chia, mais on a l'impression un peu, que c'est un espèce un peu de suicide déguisé, puisque en fait sa femme, qui est une grande actrice, Sweetney, c'est une grande actrice du cinéma hongkongais, dont on reparlera au cours de l'émission, avait un cancer du pancréas, elle était en phase terminale. Et il semblerait qu'il ait confié que de toute façon, il mourirait avant elle, qu'il supporterait pas de la voir mourir. Et quelques jours plus tard, il tombe de sa fenêtre dans son quartier de Tsim Sha Tsui à Hong Kong. Est-ce qu'il est tombé volontairement ou pas? En tout cas, que la terre lui soit légère dans les deux cas. Mais voilà, il est mort en tombant de son balcon. Et puis sa femme Shetney est morte quelques jours plus tard, puisqu'elle est morte le 3 juillet. Donc voilà, elle devait être dans un état qu'il ne supportait pas. Alors, à savoir après ce qui s'est passé exactement, on ne sait pas. En tout cas, c'est un grand monsieur qui est parti. Un monsieur très, très important. Alors, un monsieur très peu connu du grand public et du public alors francophone, mais même asiatique, parce que c'est quand même un homme de l'ombre. Alors, on verra, nous, que c'est un homme de l'ombre qui compte et sans qui le cinéma d'action asiatique et même le cinéma d'action et le cinéma de kung-fu tout court ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. On va essayer de vous expliquer pourquoi. Aurélien, est-ce que tu peux nous présenter un peu le bonhomme? Oui, bien sûr. Alors en fait, Tang Chia, donc qui est son nom mandarin et qu'on appelle aussi Tongai, donc sur son nom cantonais. En fait, donc il est, une petite biographie. Donc il est né Alors, il serait né en 1937, puisqu'on n'est pas certain vraiment, mais donc il serait né en 1937 à Macao, et originaire de la province de Guangdong, d'où vient sa famille. Et vers l'âge de 15 ans, il aurait rejoint donc une troupe d'opéra cantonais. Donc, il aurait vraiment formé donc à une approche, qu'on retrouvera ensuite dans son œuvre. C'est pour ça, quand on parlera de ses liens avec Liu Xiaoliang, il y a des choses qu'on dira. Parce que lui, donc, il vient à l'origine de l'opéra cantonais, donc qu'il a rejoint à 15 ans. Mais par contre, aux alentours de 17 ans, il a voulu se spécialiser dans l'art martial pur. Et pour cela, donc, il s'est rapproché d'un maître qu'on connaît bien ici, puisqu'il s'agit de Simon Yuen. Donc Simon Yuen, donc le père de la fratrie du clan Yuen, donc les Yuen Wuping, Yuen Yatuo, etc. Et qui est aussi donc très connu comme étant le Drunken Master du film de Jackie Chan, qui était aussi le maître de Jackie Chan dans Snake in the Eagle Shadow. Et donc il a été formé donc au Kung Fu. Alors c'est au style du Nord, lui, contrairement à Lu Kar-leung, qui est le style du Sud. Il a été formé donc au Kung Fu donc par Simon Yuen. Et quelques années plus tard, grâce à Simon Yuen qui avait des liens avec le monde du cinéma, Tang Chia, il a pu intégrer donc le milieu du cinéma cantonais comme cascadeur. Donc comme cascadeur, il a travaillé donc principalement sur les productions cantonaises qui à l'époque étaient des petits films généralement tournés en une dizaine de jours, 2 semaines, avec des petits budgets. Et c'est là-dessus donc qu'il a fait ses armes. Il a même fini par en chorégraphier. Et d'ailleurs, sur ces films, il a rencontré
un autre un autre très grand nom du cinéma d'arts martiaux, qui est Liu Qialiang, donc ça c'est son nom mandarin, ou Lo Karlung en cantonais. Et les deux se sont très rapidement liés d'amitié et ont formé en fait un duo de chorégraphes. Et ce duo de chorégraphes donc a travaillé dans le cinéma cantonais et ils ont ensuite pu passer au cinéma mandarin, ce qui les a ensuite permis d'être repérés par le grand studio de l'époque qui est la Shaw Brothers. Et sur la Shaw Brothers, ils ont chorégraphié donc un des premiers grands films d'arts martiaux de la Shaw Brothers, qui est l'incendie du Lotus Rouge. Enfin, j'ai plus de titre. Oui, ça. De Su Teng Guang. C'est ça, en 1965. Ah ouais. Et après ce film, ils ont collaboré avec un des plus grands réalisateurs de la Shaw Brothers, qui est Shang-Chi. Et ils sont devenus, pendant un certain nombre d'années, le duo de chorégraphes en fait attitrés de Shang-Chi. Ils travaillaient exclusivement avec lui et ils ont fait des dizaines de films, que ce soit d'abord dans le wuxiapian et ensuite dans le kung-fu, qui ont été des gros succès à l'époque, qui sont devenus des classiques. Et à vrai dire, on peut même dire que Liu Qialiang et Tang Xia, sur les films qu'ils ont fait avec Shang-Chi, sur leur façon vraiment de chorégraphier, on peut dire qu'ils ont été d'une certaine façon les inventeurs de la représentation de l'art martial tel qu'on la conçoit aujourd'hui au cinéma. Le cinéma d'arts martiaux moderne, en fait, c'est leur bébé d'une certaine façon à ce duo. Ouais, c'est clair. Vincent, des choses à rajouter? Oui, en fait, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire qu'ils ont effectivement travaillé sur plein de wuxiapian pour Shang-Chi. Donc, il y a la trilogie du sabre manchot, le retour de l'hirondelle d'or, mais aussi pas mal de films de kung-fu, comme le Justicier de Shanghai ou toute la série des films de Shaolin, autour du temple de Shaolin. Et en fait, comme c'est des films qui ont irrigué vraiment sur tout le cinéma d'arts martiaux hongkongais, que ce soit les films de kung-fu ou les wuxiapian jusqu'au cinéma même de John Woo, ces polars, on peut dire que voilà, leur œuvre traverse plusieurs générations de cinéma à Hong Kong, en fait. Après, on peut même dire que John Woo, c'est un peu logique, étant donné aussi ses liens avec Shang-Chi. Oui. Il a forcément dû les voir travailler, appréhender leur boulot et prendre des idées, c'est sûr. Alors, son vrai nom, je crois, c'est Huang Tang, il me semble. Donc, il a plusieurs noms, mais alors, il apparaît surtout ou alors en tant que Tong Kai ou en tant que Tang Xia. Ouais, donc il est arrivé, il est né à Macao, il arrive en 52, lui, il arrive en 52 à Hong Kong, et il est d'une famille très pauvre à la base, Son père est marin, sa mère, elle est, je sais pas si ça se dit, dockeuse, enfin, docker, mais... Ouais, docker, ouais. Qui travaille dans les docks, et lui, au début, vers 12-13 ans, il commence directement à travailler, il travaille dans les docks, et à côté de ces docks, donc il y a une petite école de théâtre d'opéra cantonais, et c'est comme ça qu'il va commencer à s'intéresser. Alors au début, il est grouillot là-bas, il arrive, ça lui plaît bien, c'est mieux que les docks, donc il passe le balai, il fait le ménage, et peu à peu, le maître de cette école qui s'appelle Cham Kantong remarque ses talents et le fait peu à peu jouer. Et alors, comme vous avez dit, après lui va s'intéresser aussi aux arts martiaux et il va rencontrer l'école, il va rencontrer Yuen Shutin, Simon Yuen, le papa du clan Yuen, qui va finalement le former. Et d'ailleurs, c'est assez important, ça, je pense, cette différence que d'ailleurs vous avez mis en valeur entre ce binôme, parce que c'est un binôme, Liu Qialiang et Tang Xia, pendant des années, pendant toutes les années 60, jusqu'au milieu des années 70, c'est un binôme. En gros, jusqu'à ce que Liu Qialiang se mette à faire de la réal. En fait, à partir du moment où Liu Qialiang s'est brouillé un peu avec Shang-Chi et qu'il a décidé de devenir réalisateur de son côté, jusque-là, ils travaillaient ensemble. Alors, c'est un peu compliqué ce qui s'est passé, puisque finalement, Shang-Chi a quitté la Shaw dans les années 70, vers le milieu des années 70, il quitte la Shaw, ou même plutôt le début, et il part à Taïwan et il monte sa boîte de prod. Ah oui, c'est vrai, oui. Et les deux le suivent à Taïwan. Et c'est Tang Xia qui part le premier de Taïwan et qui revient à la Shaw.
et qui fera plus jamais d'ailleurs rien avec ni Chang-Chi ni avec Lu Chaliang après cet épisode taïwanais. Donc je sais pas trop ce qui a pu se passer entre les trois à ce moment-là, mais ça a marqué en tout cas la fin de leur collaboration, quoi. Ouais, et puis après Tang-Chia, en fait, il est parti travailler avec d'autres réals de la Shaw Brothers, hein, principalement Shoryun, Chu Yuan, et puis voilà, tous les Sun Chung, etc., qui étaient un petit peu émergents à cette époque-là. Ouais, il a fait les plus grands films de Shoryun et de Sun Chung. Toutes ces adaptations de Gulong, en fait. Ouais, les Avenging Eagles, les trucs comme ça, c'est lui qui est derrière. Il va faire plein de trucs. Alors c'est marrant parce qu'on pourra essayer avant de parler, parce qu'il a quand même réalisé 3 films, on vous le dit déjà, même si on en parlera après, sur la fin de la grande époque de la Shaw Brothers, on en parlera plus tard, mais c'est marrant de remarquer un peu les différences qu'il y a quand il travaille tout seul et quand il formait un duo avec Lu Chaliang qui était vraiment, alors comme t'as dit Aurélien, qui sont vraiment les bâtisseurs d'un style, du style Shaw Brothers en fait, hein, et qui va devenir finalement le style fondamental, hein, on va dire au sens strict du terme, du cinéma d'arts martiaux en Chine et à Hong Kong. Et c'est un peu marrant, c'est parce que c'est un binôme qui se complète et qui s'oppose en même temps, parce qu'on a donc Lu Chaliang, qui est un espèce de gardien de l'orthodoxie et qui a une tradition, lui, très martiale, hein, puisque c'est l'élève de Ling Chirong. Ling Chirong, c'est qui? C'est l'élève de Wong Fei-hong. Donc c'est vraiment le style des Fushan, c'est l'esprit des arts martiaux, et de toute façon ça se ressent dans son cinéma, ça se ressent dans ce qu'il a pu faire lui en tant que réalisateur. C'est quelqu'un qui était très attaché à ça. On le sait par exemple que quand il est arrivé sur le tournage, quand c'était les frères Lo, c'était Lo Kar-wing, et lui il est venu l'aider sur les tournages de Il était une fois en Chine de Choi Ark, bah ça a pas du tout fonctionné, parce que en vérité Choi Ark il voulait pas du tout que Jet Li fasse du Hong Gar. Il voulait que Jet Li fasse du wuxia en kung fu et qu'il saute partout. Et il dit ah non mais attends, c'est pas ça le style Wong Fei-hong. Nous, on le connaît, on en vient, on est de la lignée. Et donc, il supportait mal les incartades hétérodoxes de Choi Ark au niveau martial. Et ce qui est marrant, c'est que c'est le clan Yuen qui a dû reprendre qui a dû reprendre la partie, parce que les frères Lo, en tout cas, ils voulaient pas bosser comme ça. Et donc, on a quelqu'un comme ça, donc un style du Sud et qui est très axé sur les arts martiaux, Lu Chaliang. Et de l'autre côté, on a Tang-Chia, qui lui a été formé par Yuen Sutin, et qui quand même, pareil, lui qui vient alors avec le clan Yuen Whooping et tout, c'est-à-dire quand même une famille très axée vers le spectaculaire et beaucoup moins portée par la tradition et l'orthodoxie des pratiques martiales que l'on va filmer. Et donc ça fait un espèce de mélange comme ça, d'un style du Sud, d'un style du Nord, mais aussi un style beaucoup plus porté vers le spectacle. Alors que Lu Chaliang a un style beaucoup plus porté vers le réalisme, on va dire, même si je grossis le trait, hein, c'est pour faire comprendre. Et cette association de ces deux visions en fait du cinéma d'arts martiaux et de l'art martial lui-même va donner des merveilles. Oui, mais justement, c'est Robert Mack en parle dans des interviews donc qu'on a sur les bonus des éditions Spectrum Film des films de Tang-Chia, et justement il fait la comparaison et il dit que oui, Lu Chaliang avait ce côté très orthodoxe, ultra exigeant. En fait, Lu Chaliang voulait que le geste soit parfait, ultra précis, quitte à refaire des fois des dizaines de fois les prises, genre quitte à épuiser littéralement les comédiens pour que ce soit parfait, alors que Tang-Chia, lui, il était dans un autre état d'esprit quand il travaillait en solo. Ce qui comptait, c'était que le résultat passe bien à l'écran. Si le geste était pas parfait, mais que par contre à l'écran ça donnait quelque chose, bah on pouvait garder la prise et passer à autre chose. Pareil aussi, Tang-Chia, c'est quelqu'un qui était très ouvert à l'artifice, ce qui vient aussi donc de son passé opératique, tout ça, c'est-à-dire que sur les films de Tang-Chia, pouvait avoir énormément de scènes de kung-fu qui étaient conçues avec des structures métalliques pour pouvoir surélever les combattants. Genre par exemple, il y a des scènes qui ont été tournées avec des structures métalliques dans Shaolin Intruders et Shaolin Prince, qui sont les scènes des espèces de de murs de combattants. Qui sont des choses qu'on ne verrait pas dans un Lu Chaliang. Pareil pour l'utilisation assez massive des câbles.
C'est vrai, ce sont deux écoles opposées, mais qui ont réussi finalement, comme tu le disais très bien, à trouver un terrain d'entente et à proposer quelque chose d'équilibré lors de la collaboration principalement avec Shang-Chi. Et c'est amusant de constater qu'une fois que Liu Xiaoliang a travaillé en solo, il a été beaucoup moins ouvert à ce type de pratique qui pouvait l'être quand il travaillait avec Tang Xia. Parce que bon, il y a qu'à voir ce que tu disais, ou même Drunken Master 2 avec Jackie Chan. Jackie Chan, il voulait utiliser des câbles, non pas pour faire des trucs à la 18 fois en Chine, de personnages en fait qui se battent à 10 mètres. Non, c'était vraiment pour que les chutes et les personnages qui sont éjectés soient plus spectaculaires. Et déjà, Liu Xiaoliang, il trouvait ça un peu abusé. Donc, ce qu'on peut remarquer entre les deux, c'est que Liu Xiaoliang, il a plus un style terrestre, très proche du sol, alors que Tang Xia, il a tendance à faire pas mal d'acrobaties, voilà, de mouvements dans les airs. Et dans les films de Shang-Chi qu'ils ont fait ensemble, il y a du coup ce mélange des deux. Ouais. Avec des techniques voilà, au sol bien propres et des acrobaties. Et après, dans leur carrière respective de réalisateurs, à des petites des exceptions près, on va dire, Liu Xiaoliang, il est resté voilà, dans cette tradition du kung-fu au sol. Et Tang Xia, lui, il part dans des acrobaties complètement surréalistes parfois. Donc c'est vraiment... les deux styles, du coup, sont encore plus exacerbés quand ils partent faire leur film de leur côté, quoi. Ouais, c'est super intéressant. C'est qu'on a quand même l'occasion de connaître ce duo par leur travail chorégraphique et leur travail des directeurs de l'action sur les films d'Asho Brothers, Shang-Chi bien sûr, mais pas mal d'autres aussi. Après, bon, on aura le travail solo de Tang Xia sur des films de Shoryun ou de Sung Chung, où déjà on remarque qu'on n'est plus exactement dans la même chose, mais la chance qu'on a, c'est que ces gens-là, ils ont réalisé quand même des films seuls. Et là, on peut quand même voir que l'approche est quand même totalement différente. Alors la grande quand ils bossaient tous les deux, on savait que la grande spécialité de Tang Xia, c'était l'invention d'armes un peu innovantes, un peu bizarroïdes. Ça, c'était son truc. Et les combats en groupe. Et bien entendu, on va en retrouver ça dans ces films. Et ouais, comme tu dis, c'est un style beaucoup plus aérien et beaucoup plus fou en fait. C'est voilà, ouais, c'est l'école, c'est un peu l'école Yuen Woo-ping avant l'heure. Et clairement d'ailleurs. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aussi ils viennent d'une époque où je pense que c'est aussi ces deux-là qui vont faire que le statut de chorégraphe évolue. Au départ, le chorégraphe, au début des années 60, ils commencent alors, selon eux, leur premier film qu'ils ont fait ensemble, c'est en 63, c'est, comment il s'appelle, South Dragon, North Phoenix. South Dragons, North Phoenix. Selon eux, c'est leur première collab, alors qu'en fait, ils ont déjà collaboré sur un film en 62. Mais il y a un des Flaming Mountain, je crois, sur le Roi Singe. Ouais, c'est ça, exactement. C'est comment ça s'appelle, Flaming Mountain, ouais. Mais il y a plusieurs fois où ils ont dit la première fois qu'on a collaboré ensemble, c'était en 63 sur South Dragon North Phoenix. Peut-être ils étaient un peu vieux, peut-être qu'ils avaient oublié un peu des choses. Mais c'était un moment où les chorégraphes étaient pas forcément libres de ce qu'ils font. Je vais te dire, si tu regardes des trucs où il a bossé tout seul, je prends deux cas. Voilà, tu prends un film de Shoryuken, je sais pas moi, Heavenly Sword et Dragon Saber, et puis tu prends Super Inframan. C'est du Tang Xia, mais tu vois qu'en vérité, celui qui a la main sur la mise en scène, ça reste le réalisateur. Et au début des années 60, les chorégraphes, parfois, ils sont même pas crédités. Ça fait partie de l'équipe technique. Et ce côté un peu starification du métier de chorégraphe et de directeur d'action, ce fait qu'aussi qu'à un moment donné, les directeurs d'action, on leur a donné le droit de réaliser, et parfois même après le droit de réaliser les scènes d'action dans les films d'autres, puisque c'est ce que c'est devenu. Après, c'était les metteurs en scène d'action. Un chorégraphe à Hong Kong, il décide aussi du montage, il décide du plan, il décide de tout dans la scène. C'est-à-dire que c'est presque un second réalisateur. Et eux, ils viennent d'une époque où c'est pas comme ça. Où c'est, quand on travaille avec un réalisateur, c'est lui qui décide où il coupe, c'est lui qui décide où il monte. Et ça se voit
quand tu regardes un film de Shor Yuen, même s'il est fait par Tang Chia, c'est pas exactement du Tang Chia. Tel que oui, il y a le style visuel de Shor Yuen. Voilà, voilà. Et je pense que vraiment ils sont importants donc pour le style qu'ils ont bâti ensemble. Et puis l'un à côté de l'autre aussi pour leur travail respectif, mais ils sont aussi importants parce que je pense qu'ils font partie, peut-être même qu'ils sont les premiers à avoir vraiment fait évoluer le statut même du chorégraphe d'arts martiaux dans l'industrie hongkongaise. Oui, et il en parle, je crois, dans une interview où on lui posait cette question justement de si le chorégraphe touchait à la caméra ou pas à leur époque, et il dit que non, par exemple quand il bossait avec Shang-Chi, eux ils montraient en fait le mouvement qu'il y avait à effectuer, et Shang-Chi après il décidait où il voulait placer sa caméra, et c'est vraiment un statut qui a évolué au fil des années où le chorégraphe a pris de plus en plus de place dans la mise en scène jusqu'à carrément réaliser les scènes d'action et participer au montage, quoi. Ouais, ça se voit, et même tu prends les films de Song Chung. Parce que là, on peut dire qui a fait quoi. Est-ce que c'est Shang-Chi? Est-ce que c'est Liu Chia-Liang? Est-ce que c'est Tang Chia? Mais tu prends les films de Song Chung et tu prends les films de Shor Yuen. Moi, j'adore Shor Yuen. J'adore Shor Yuen. Je préfère même Shor Yuen que Song Chung. Mais par contre, Song Chung, c'est beaucoup mieux filmer l'action. Shor Yuen, c'est toujours très loin, des grands plans, on voit pas très bien ce qui se passe. Il met toujours une fougère devant pour faire joli. Voilà. C'est très moderne, ouais. Et alors Song Chung, c'est moderne, c'est beaucoup plus nerveux comme montage et tout. Il y a donc des conséquences et tout, je crois. On voit très bien que c'est le réalisateur qui a quand même la main sur sur le rendu qu'on va avoir à l'écran, et que finalement le chorégraphe est juste là pour faire des chorégraphies et pas réaliser la scène. Ce qui va changer après, et à mon avis, le fait que Liu Chia-Liang, puis quand même plus tard, 10 ans plus tard, presque 10 ans plus tard, Tang Chia s'y mettent à réaliser des films, ça a participé à se dire mais ces gars, ces chorégraphes, finalement peuvent être de bons réalisateurs. Et c'est grâce aussi à ça. Sammo, c'était un peu dans les mêmes périodes que Tang Chia, c'était début 80, mais voilà. Aussi, je crois. Yuan Wuping en 78, exactement. On a pour Rayun en 81, mais voilà, c'est à ce moment-là où tous ces chorégraphes, on se met à se dire, ces gars-là peuvent être aussi finalement des réalisateurs, tout simplement. On peut leur confier des films. Et je pense qu'ils sont quand même fortement à l'origine de ça, ces deux-là, Liu Chia-Liang et Tang Chia. Non, mais moi, c'est juste pour rebondir sur un truc que tu disais, tu disais que c'était la même école que Yuan Wuping. Et, et effectivement, parce que quand on regarde les films réalisés par Tang Chia, il y a des fois des configurations, des idées de chorégraphie qu'on retrouve aussi dans les films du clan Yuen. Par exemple, j'ai été frappé quand j'ai revu alors il me semble que c'est dans Shaolin Intruders, où il y a toute une séquence où les personnages ils se battent sur des bancs qui sont disposés les uns sur les autres et qui ne doivent pas toucher le sol. Et cette idée-là, on la retrouve aussi chez Yuan Wuping dans la secte du Lotus Blanc, lors du combat contre le parfait des 9 palais, où Wong Fei-Hung affronte ce personnage et ne doit pas toucher le sol sur tout un tas de tables qui sont posées les unes sur les autres. On voit clairement que les deux ont vraiment une façon d'envisager la chorégraphie qui est assez similaire. Et Tang Chia. C'est vraiment presque quelqu'un qui a en tout cas l'esprit du clan Yuen. Cette scène-là dans Shaolin Intruders est quand même folle, avec Shan Chen qui fait l'abbé là, qui est cinglé. Enfin, de toute façon, les films sont cinglés, on va vous en parler. C'est quand même. Alors justement, ces films-là, on va dire, il a réalisé 3 films, 2 en 83, 1 en 84, Shaolin Prince, Shaolin Intruders, puis Opium and the Kung Fu Master en 84, dans un contexte particulier. C'est-à-dire dans un contexte de fin studio. Il faut savoir, ces films-là ont été des flops. Non pas parce que c'est des mauvais films, mais parce que les films de la Shaw Brothers floppaient. D'accord ? Donc ils sont passés un peu inaperçus. Est-ce que quelqu'un veut un peu parler de ce contexte, moi, une période pourtant que j'adore, mais qui a signé la fin de la Shaw Brothers, cette période des années 80, de 80 à 85, jusqu'à la fermeture de la Movie Town. Oui, en fait, comme tu as dit, c'est au début des années 80, la Shaw Brothers, elle commence un peu à péricliter financièrement, avec des résultats au box-office de moins en moins probants. Et donc la productrice Mona Fong, elle décide un peu de recruter de
nouveaux talents de réalisateurs, comme Tony Liu, hein, qu'on adore, ou de promouvoir d'ailleurs, enfin pas que de recruter à l'extérieur, elle promeut aussi des gens en interne, hein, comme Tang Xia. Elle lui a bien forcé la main, hein. Il voulait Ouais. pas. Ouais, ouais, je crois que c'était pas, il se destinait pas à faire ça à la base. Et donc, en fait, c'est venu d'une réflexion où ils se sont dit, si Liu Xiaoliang il a bien réussi sa transition de chorégraphe à cinéaste, en réalisant voilà quelques chefs-d'œuvre et quelques succès en plus au box-office, pourquoi pas essayer de faire pareil avec Tang Xia. Et donc il s'est vu confier le projet de Shaolin Prince en 82. Et donc c'est un film qui est quand même assez spécial, hein, avec Tilung et Derek Yee, qui est un peu qui est assez comique quand même comme film. C'est un ton qu'on n'avait pas trop l'habitude de voir sur les films de Shang-Chi par exemple, sur lesquels bossait Tang Xia. On est peut-être un peu dans la mouvance de nouvelles kung-fu comédies, hein, je pense, qui venaient de la Golden Harvest, etc. Donc peut-être, et aussi de Liu Xiaoliang. Ouais. Donc c'était peut-être une volonté d'exploiter ça. Et je sais pas si vous voulez parler qu'est-ce que raconte le film. Avant de parler du film exactement, je voulais juste revenir un petit peu sur ce contexte compliqué. T'as raison, c'est une fin de studio, c'est un studio qui arrive plus à se remettre à la page, pourtant qui essaye, hein. Alors il a, bien entendu, on cherche de nouveaux talents. Vous t'as dit, on engage Tony Liu pour faire des films un peu wuxia fantasy à la Buddha's Palm ou à la Zou les guerriers de la montagne magique. Enfin, ces trucs, il fera ça très bien. Ça marchera pas non plus, mais ce sera des superbes films. Bastard Swordsman, Holy Flame of Martial World, toutes ces choses-là. On fait pas que ça. On va chercher Hanoï, c'est-à-dire une des égéries de la nouvelle vague, pour lui faire des films. On va prendre Lam Nai Choi, qui est devenu après le roi du bis, mais qui à la Shaw Brothers fait 2 films, 2 polars, très nouvelle vague. Voilà, on essaye plein de trucs, donc c'est vraiment un moment d'horreur aussi avec Kwai Chi Hung, etc. quoi. C'était à la Shaw, ça? Ah oui. Oui, Boxers Omen, tout ce qui est Bewitched, tout ça, c'est la Shaw. Voilà, donc on essaye vraiment plein de trucs. Vraiment, c'est une période fascinante. Pour moi, c'est une très belle période. Alors, de toute façon, même les expériences les plus novatrices marcheront pas. Mais alors, le problème des films de Tang Xia, c'est qu'ils sont quand même encore très dans l'imagerie Shaw Brothers, Shaolin, même dans leurs photos, dans tout ça. Alors, on va avoir plein de trucs complètement innovants au niveau chorégraphique, tout ça, c'est fou. Mais ça a cette patine très classique. Parce que lui, c'est un homme du studio, il l'a depuis les années 60, voilà quoi. Et donc, il se sort pas de ça. Et je pense que les gens avaient pas du tout envie de voir ça à l'époque. Les films de la Shaw Brothers filmés de cette façon, avec cette patine, ces costumes, ce grain et tout ça, je pense que les gens en avaient marre. Ils voulaient voir des films modernes, quoi. Ils voulaient du polar contemporain, pas filmé en studio, et que c'est des films qui ont beaucoup souffert de ça. Mais redécouvrir ça aujourd'hui, c'est là qu'on voit quand même que c'était franchement des très très bons films de la Shaw Brothers. C'est des films que moi je mets haut dans le classement des films de la Shaw Brothers, et les 3. Donc il a fait quand même 3 très très bons films. Alors le premier, c'était Shaolin Prince. Alors Shaolin Prince, de quoi ça parle? Qu'est-ce que c'est? C'est deux princes séparés à la naissance, voilà, qui sont élevés, l'un par le Premier ministre et l'autre par 3 moines Shaolin un peu fous. Et 23 ans plus tard, en fait, ils vont se retrouver et s'allier pour reprendre tout simplement le trône qui leur a été volé par un seigneur tyrannique. Et il y a une chose qui est assez amusante de constater sur ce Shaolin Prince, c'est le scénariste qui n'est pas n'importe qui, on dira. Et on reconnaît vraiment sa patte quand on regarde le film. C'est que le film a été écrit par un type qui, à l'époque, était un jeune scénariste et qui ensuite est devenu une personnalité très importante et controversée, on dira, du cinéma hongkongais.
puisqu'il s'agit de ce gros margoulin de Wong Jing. Et Wong Jing, c'est un type en fait qui aime bien, mélanger un peu tout ce qui fonctionne à une époque donnée. Et son scénario de Shaolin Prince, c'est une espèce de gros camoulox en fait de pas mal de choses qui pouvaient fonctionner à l'époque. C'est-à-dire que on retrouve du wuxia avec cette histoire de deux frères qui vont se retrouver, etc. Il y a vraiment le côté kung-fu comédie avec les trois moines excentriques, un peu débiles, les scènes d'entraînement. Il y a même un passage vers le milieu du film où on part totalement dans la ghost kung-fu comédie, puisque il y a l'exorciste chinois qui avait bien marché 2 ans auparavant, donc pourquoi pas en mettre là-dedans. Et puis le film, il s'autorise des choses, genre il y a des scènes de gag, mais vraiment l'humour tarte à la crème qui arrive 5 minutes après une séquence de massacre où ça bute des gamins. Je veux dire, c'est Wong Jing, c'est le type, il mélange un peu tout et n'importe quoi avec un certain sens du racolage. Mais quand c'est bien emballé, comme dans ce film-là, ça fonctionne bien. Enfin, je veux dire, et le film, c'est un véritable plaisir de regarder ça parce que ça a beau être une histoire cousue de fil blanc. En termes de ton, tu sais pas trop où ça va te mener, hein, puisque, voilà, comme je dis, ça peut partir dans tous les sens. Et là, voilà, donc je pensais qu'il fallait peut-être mentionner, voilà, ce personnage, hein, Wong Jing, et on verra que ce n'est pas lui qui a écrit les films suivants de Tang Chia, et ce sont des films qui, en termes de ton et de narration, sont beaucoup plus dans les rails, dans les normes, on dirait sobre. Oui. Ouais, c'est ça. Alors c'est un film, donc, et puis surtout c'est un film où Tang Chia, c'est un chorégraphe à la base, et surtout ce qu'il entend dans ce film. Alors bien sûr, il y a tout ce mélange des genres, ces ruptures de ton, cette scène de ghost kung fu comédie où tout d'un coup ça prend des tons bleus, on se croirait exactement ce que tu as dit dans l'exorcisme chinois là. Mais c'est quand même un film où Tang Chia entend montrer quand même que c'est le grand chorégraphe de la Shaw Brothers. Je sais pas, il y a un combat toutes les 5 minutes là-dedans. Ça arrête jamais. Il y a une sacrée équipe autour de lui, parce que donc il y a lui qui est crédité en tant que directeur de l'action. Il y a son frère Huang Peishi qui est son frère, qui était aussi un chorégraphe de la show. Et puis t'as Yuen Wah, t'as Yuen Bun qui sont là, et t'as Liu Song qui est là parce qu'il est acteur Liu Song dedans, mais il a mis aussi son nez dans les chorégraphies. Et ça me fait penser d'ailleurs que Yuen Wah, il y a Yuen Wah qui est là, il y a Yuen Bun qui est là, parfois tu sais que je dis des bêtises, il y a Yuen Wah qui est là, et il aurait, j'ai lu 2-3 trucs aussi, qu'il aurait quand même pris aussi quelques cours Tang Chia en même temps qu'avec Simon Yuen, avec Yuen Woo-jim. Donc l'équipe des 7 petites fortunes, l'équipe de Yuen Wah. Et il y a tout ce beau monde qui sont là pour Yu-jim Wen. Qu'est-ce que tu dis, Yu-jim Wen? Et il y a tout ce beau monde qui sont là pour chorégraphier ça, et on a quand même des scènes complètement dingues au niveau chorégraphique. On a un Jason Papiao complètement fou, qui meurt quand même d'une manière. C'est génial. C'est génial. Ouais, alors, je vous le dis pas, mais vous êtes là on est chez Tex Avery, quoi, en gros. Voilà, le film mélange tout, se permet tout, toutes les folies chorégraphiques, toutes les folies narratives. Il y a des inventions tout le temps. Je sais pas, est-ce que vous avez des scènes, des trucs qui vous ont marqué là-dedans? Oui, mais il y a par exemple le climax de fin où Tang Chia il avait regardé des James Bond peu avant, et il s'est dit ce serait bien en fait que le grand méchant il est une sorte de véhicule un peu façon la voiture de James Bond, sauf qu'ils ont adapté ça à un wuxia pian. Donc il y a cette espèce de comment ça s'appelle, de palanquin à porteur, mais qui est c'est un porteur qui est bourré de pièges et d'armes. Moi quand j'ai vu le film, en fait, plus que James Bond, ça m'avait fait penser au Lando de Ogami Ito dans Baby Cart. Et ça, c'est totalement délirant parce que durant 10 minutes, il y a tout et n'importe quoi en fait qui surgit de cette chaise à porteur, et c'est absolument génial. Il y a une inventivité de fou dans cette séquence.
C'est hyper surprenant parce qu'en plus, au début, on a l'impression qu'ils vont juste jouer avec les pieds du fauteuil, qui vont se casser, etc. Et en fait, non, il y a toutes sortes de pièges qui s'ouvrent de plusieurs parties. Donc en fait, ça va crescendo comme ça dans les effets. C'est hyper ludique, quoi. Mais même dès le départ, au niveau des armes, alors il me semble, hein, c'est vrai que oui, c'est dans celui-là où il y en a un qui sort une épée enflammée au tout début, un méchant. Oui, c'est dans celui-ci. Donc, tu as une épée enflammée, puis tu as aussi quelques SFX un peu maison, là, ces espèces d'incrustations un peu fluo, avec l'épée qui tire des rayons. Donc, tu as un peu tout. Il a essayé un peu de profiter du fait que, on était aussi dans la période où on essayait de faire des effets spéciaux à la show. Depuis Buddha's Palm, et puis avec les films de Tony Liu, avec Bastard Swordsman, on avait une petite équipe qui s'occupait de concocter quelques effets spéciaux. Demon of the Lute, comment ça s'appelle, pas Iron Crystal, qu'est-ce que je dis? Portrait in Crystal. Portrait in Crystal, exactement. Et donc, il a aussi profité un petit peu de ça pour caler deux, trois effets spéciaux maison dans son film. En fait, ça, c'est vraiment un gros milkshake de plein de trucs, mais très savoureux, hein. Très, très savoureux. Alors, comme vous avez dit, là, on a de l'action câblée avec des mouvements improbables. Ça vole de partout. C'est un sacré spectacle. Et surtout, c'est un spectacle qui s'arrête jamais. Et je vois, par exemple, contrairement au film par exemple, que Tony Liu a fait à la show, je pense à Holy Flame of Martial World, que j'adore, mais où tu ressors complètement lessivé du truc, t'as la tête comme ça fait du bruit tout le temps, c'est nanana. Là, c'est quand même tout aussi fou, mais en fait, avec une forme beaucoup plus tenue, en fait. Ouais, c'est le mélange des genres en fait dont a parlé Aurélien, c'est-à-dire que ça reprend des recettes qu'on connaît, ça part pas trop dans l'extravagance visuelle, ça reste dans des codes visuels qu'on connaît, mais avec des chorégraphies plus élaborées, plus libres, plus folles. Ouais. C'est là où il se démarque en fait. Ouais, c'est un très 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 beau morceau de chorégraphie, et je pense que le but premier, hein, vraiment de Tang Chia sur ce film, c'était de montrer ça, c'était de montrer ce qu'il savait faire quand il était libre de toute entrave d'un réalisateur ou de quoi que ce soit, qu'il était libre d'un projet. C'est un projet qu'ils ont tourné super vite d'ailleurs. Ils ont enchaîné directement à la suite avec Shaolin Intruders, qui reprend presque les mêmes équipes, hein, que ce soit au casting, que ce soit au niveau chorégraphique. Shaolin Prince, c'est un film, en tout cas moi, que je vous conseille ardemment. Si vous n'avez pas vu ça et que vous aimez les films d'arts martiaux, les kung fu pian un peu survoltés, et très 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 inventifs, jetez-vous dessus. Ouais, et puis en plus, Ti Lung, c'est pas tous les jours qu'on le voit dans un rôle aussi comique. Ouais. C'est assez étonnant, donc franchement, profitez-en, quoi. Autre chose à dire sur ce film-là ou on passe à l'autre? Non, à part que voilà, le climax est complètement dingue avec cette scène du fauteuil. Ça, vous allez vraiment vous en souvenir. Hein, c'est... Ah ouais, ça c'est. De toute façon, il y a tellement d'idées délirantes. Je pense par exemple aussi les trois moines à un moment qui arrivent sur des espèces de pogo sticks en rebondissant, ou alors même c'est cette arme qui est le gros point métallique avec deux doigts qui sont levés, l'index et le majeur, et qui lui permet de bloquer les sabres et de casser la lame pour la replanter dans l'adversaire. Enfin, il y a des idées qui sont folles tout le temps, quoi. Ouais, et puis il introduit déjà dans ce film l'idée des moines Shaolin acrobates là qui montent sur les épaules des uns et des autres pour faire une espèce de pyramide, ouais. Pyramidal là. Il le refait après dans Shaolin Intruders, mais c'est dans ce film qu'il l'introduit, quoi. Ouais. Oui, c'est ça, ils font une espèce de pyramide, ils font aussi une sorte de chenille à un moment, de chenille aérienne, enfin l'effet est complètement fou, quoi. Ouais. Qui sera encore plus folle d'ailleurs dans Intruders. C'est un film qui pose qui pose des bases, mais qui pose pas des bases, mais qui est plein d'idées qui seront reprises dans l'autre, où il va essayer de faire encore plus fort. Alors avec Shaolin Intruders, qui est tourné directement à la suite, hein. Donc là il y a pas Ti Lung, mais Derek il est toujours là, Jason Papiao il est toujours là, donc ça reprend un peu le même casting. Au niveau des directeurs d'action, Tang Chia est le maître, mais sinon on a les mêmes, on a son frère, on a Yuen Wai, Yuen Boon, on a Lee Hoi Song, ils sont tous là. Cette fois-ci c'est pas écrit par Hong Jin, mais c'est écrit par un autre très grand nom, c'est Nick Wang. Ouais.
Nick Wang, alors très grand écrivain, très grand scénariste. Déjà, tout le monde. Alors je prends sûrement le film internationalement le plus connu, La Fureur de vaincre. Hein, c'est lui l'inventeur de Shenzhen. Hein. C'est quelqu'un qui a écrit un nombre incalculable de films cultes de la Shaw Brothers, mais qui n'a pas écrit que ça. C'est l'inventeur des Weasley. Enfin voilà, c'est un très grand monsieur du scénario et de la littérature hongkongaise. Alors lui, au départ, c'est un continental hein, qui a été complètement traumatisé par l'installation du régime communiste. Il a vu des horreurs. Hein, il était dans les périodes où c'était quand même très sale, et donc il s'est réfugié à Hong Kong et qui avait fait une très très grande carrière de scénariste. Et donc c'est lui qui va scénariser Shaolin Intruders. Alors là, qui est plus une enquête. On est un peu plus sur le modèle Shoryuken là, au niveau scénaristique. Ouais, c'est vrai. On sent que du coup, il a apprécié travailler sur les adaptations de Gulong pour Shoryuken, et on se rapproche un peu de ce type d'enquête, d'intrigue un peu mystérieuse, un peu à tiroir, avec des twists, etc., plein de rebondissements. Donc, en fait, ça part sur une histoire de meurtre. Où il y a un chef de clan qui se fait assassiner par 4 moines masqués, et en fait l'ami d'Ereki est soupçonné à cause d'une de ses armes, je crois, qui est retrouvée de ses techniques. C'est la main de Bouddha, je sais plus comment ça s'appelle. Voilà, et donc en fait il va tenter de l'innocenter, et pour ça il va essayer de s'introduire dans le temple de Shaolin, parce que ils suspectent eux de leur côté que ce meurtre a été commis par des moines Shaolin, et donc ils vont devoir s'infiltrer dans le temple Shaolin et traverser différentes épreuves avant de pouvoir faire accepter aux moines de se soumettre aux besoins de l'enquête, on va dire. D'ailleurs, c'est ça que je trouve qui est amusant de constater quand on voit le film, c'est que on est clairement sur un type d'intrigue à la Shoryuken, donc vraiment ce côté un peu film d'enquête, polar martial, mais j'ai l'impression qu'on retrouve aussi, enfin peut-être une volonté quand même de faire une sorte d'équivalent à un film que l'ancien frère co-chorégraphe de Tang Xia avait pu faire. C'est ce côté suite d'épreuves dans un monastère, où moi, quand je vois le film, je suis obligé de penser à la 36e chambre de Shaolin, où il y a ce côté très très ludique, en fait, un peu conçu comme ce que seront certains jeux vidéo, où c'est vraiment basé sur, comme je disais, une suite d'épreuves avec à chaque fois de plus en plus compliquées, qui vont jouer sur la force, les réflexes, l'intelligence, etc. Enfin, voilà, quand je vois le film, je suis obligé de penser à la 36e chambre de Shaolin, même si c'est inscrit dans un récit qui n'est pas du tout dans le même type de narration. Oui, c'est pas un entraînement. Donc en fait, oui, voilà, c'est pas un entraînement. On a 3 protagonistes, on a Dereki, Jason Paipiao et Lau Yuk-pok, une femme, une actrice martiale très très douée de la Shaw Brothers, qui est très peu connue ici, mais qui est très douée. Et alors elle est accusée parce qu'elle se sert de couteaux en or. Et on en retrouve un sur un cadavre, donc ils vont au monastère de Shaolin parce que ils savent que cette technique n'appartient qu'à Shaolin. Et elle a vu des gens voler des choses qui étaient chauves, donc elle s'est dit que c'était des moines, donc ils arrivent là-bas. Et avant d'accéder à la chambre où se trouveraient peut-être les coupables, on leur fait passer une série de tests, tous plus fous les uns que les autres. Alors là, on a droit à des scènes pas possibles. Moi, je prends Jason Paipiao là qui essaie de toucher il doit toucher un espèce de truc où il y a des calligraphies, il faut qu'il le touche, mais devant lui, il y a au moins 12-13 moines avec des bâtons. Et alors il fait des trucs pas possibles. Alors bien sûr des armes pas possibles, il sort des dés géants, voilà, on est là dans le Tang Xia qui invente des dés qui explosent et qui sortent de la fumée, des grands dés géants, des scènes voilà câblées incroyables, d'une précision pas possible. Et on a quand même la grande épreuve de Dereki où là, Tang Xia fait sa spécialité, le combat de groupe avec ces 18 gars qui viennent et qui te font une espèce de pyramide humaine là, et qui bloquent Dereki avec des cerceaux et tout. Enfin, c'est quand même complètement dingue. Je pense aussi à ces quatre moines criminels là,
qui s'habille, qui se cache, et quand ils commencent à faire, alors je sais pas si on peut appeler ça une chenille, je sais pas comment vous appelez ça. Tu sais, vous savez quand ils font un cercle, tu sais, ils se prennent par les bras, ils se couchent, et en fait ils tiennent que comme une espèce d'araignée là, je sais pas comment dire, ils forment une espèce d'araignée qui finalement, à force de tourner, finit par s'envoler. Par décoller. C'est complètement dingue cette scène. C'est là qu'il te sort vraiment des acrobaties complètement ubuesques. Mais c'est vrai que cette deuxième épreuve, donc avec Dereki, où il doit simplement passer une porte, et donc les autres moines vont essayer de l'en empêcher. C'est la quintessence, je trouve, du film, quoi. Ça utilise des armes dans tous les sens, ça fait des acrobaties à plusieurs. Enfin, c'est complètement taré. Et je trouve d'ailleurs même que son approche filmique, sa mise en scène, il s'essaye encore plus que dans Shaolin Prince à des mouvements de caméra qu'on n'a même pas l'habitude de voir à la Shaw Brothers. Il y a des trucs, alors c'est pas de la caméra portée, mais on a une caméra qui se désaxe, un cut un peu plus agressif. On sent qu'il se lâche et qu'il se lâche bien en plus, que le résultat est bon, quoi. Oui, on sent en fait que tout ce qu'il avait déjà expérimenté dans Shaolin Prince, il le pousse un cran plus loin dans Shaolin Intruders. En tout cas, je trouve en matière de mise en scène et de chorégraphie, c'est là où il pousse les potards à fond, à mon sens. Après, aussi, je trouve que le film, des trois films de Tang Chia, en tout cas de ces trois réalisations, j'aurais tendance à penser que c'est le plus équilibré, dans le sens où il y a l'aspect finalement narratif qui est plus maîtrisé que sur le précédent, qui est vraiment conçu comme une suite de séquences totalement faux-folles qui semblent issues de divers genres, mais au final c'est plus un prétexte. Celui-ci, c'est un film dans lequel il y a bien un combat toutes les 5-10 minutes, pareil, mais avec une intrigue qui se tient mieux, et aussi une gestion du ton que je trouve aussi plus plus habile, même si j'aime beaucoup le ton du précédent. Par exemple, l'humour, le film, c'est un film qui est plus sérieux, mais il y a quand même des touches d'humour qui sont présentes et qui fonctionnent bien. Je pense par exemple au personnage qui est joué par Jason Papiao, qui apporte un peu de malice, en fait, qui fait un peu penser à des personnages qui seront joués par Jackie Chan dans des films, et qui arrive à apporter de l'humour sans que ce soit envahissant non plus. Je trouve le film plus équilibré que le précédent, et aussi peut-être plus équilibré que le suivant, qui aura quelques petits problèmes qui ne sont pas les mêmes en fait que Shaolin Prince. En fait, et d'ailleurs je trouve que vraiment Shaolin Intruders, c'est celui qui arrive à concilier le meilleur de Opium and Kung Fu Master et le meilleur de Shaolin Prince. Même si après, pour moi, c'est trois films qui sont excellents, les trois, il faut absolument les voir. Mais celui-ci est le plus équilibré à mes yeux. C'est le plus réussi, je trouve aussi. Je sais pas parce que je pense que on en parlera quand on en parlera du troisième. Je suis pas sûr parce que l'approche est pas la même. Je pense que vraiment c'est l'intention même est différente en fait dans son troisième film. On peut en parler d'ailleurs. Donc en 84, il sort Opium and the Kung Fu Master. Donc c'est le dernier film qu'il réalisera, et c'est le dernier film qu'il réalisera à la Shaw Brothers, mais aussi en général, il réalisera plus de films après ça. Alors il fera après la fermeture de la Shaw Brothers, il signera à la TVB, donc et il va chorégraphier quelques séries télévisées à la TVB, mais ça va pas lui plaire plus que ça, et finalement il partira au Canada avec sa femme. Et finalement, ils s'acclimateront pas trop au Canada, et dans les années 90, ils reviendront. Sweat Night, sa femme, alors qu'il a rencontré en 66 sur la trilogie là, comment ça s'appelle, The Dark Heroine, Roi Mulan, où il bossait avec Pucha Leong dessus d'ailleurs. Et c'est là qu'il rencontre donc Sweat Night, qui était déjà une actrice installée. Ils se marient en 69. Donc c'est des gens qui ont vécu des décennies ensemble, et elle a tourné alors le dernier film qu'elle a fait, c'est The Blade, où elle apparaît dedans quand même, The Blade de Churiark en 95. Elle fait la petite vieille là,
Et après, elle a tourné pratiquement jusqu'en 2020 dans plein de séries. Hein. Donc elle a continué son boulot. En fait, ils sont revenus à Hong Kong pour elle parce que lui, il a plus fait grand chose en fait. Alors, il sera rappelé pour collaborer, pour travailler sur Green Snake, lui aussi. Et alors, je mentionne pas Choi Ark pour rien, parce que moi, je pense que Choi Ark a vu et apprécié Opium and the Kung Fu Master. Alors, Opium and the Kung Fu Master, qu'est-ce que c'est l'histoire? On est pendant les guerres de l'opium, hein, on peut dire. Hein. Alors, on évite soigneusement, parce qu'on a quand même la censure, on est à Hong Kong, hein, et on a une censure britannique encore. Hein. Une censure britannique qui a fait des ravages juste avant, avec l'enfer des armes de Choi Ark. Hein. Donc, c'était une censure qui était quand même très présente, qui censurait. On évite, bien entendu, de parler du rôle des Britanniques dans la diffusion de l'opium en Chine et à Hong Kong à cette époque, puisqu'en fait, c'était une espèce de vengeance, parce que la dynastie Manchu qui était en place voulait pas s'ouvrir au commerce, en tout cas, voulait pas signer les contrats que les Britanniques leur imposaient. Et on sait que la Grande-Bretagne a fortement aider à ce que l'opium se développe. Et en fait, on nous parle un peu du problème de l'opium, des guerres de l'opium dans ces films. Et on a un maître qui est incarné par Qilong, un maître de kung-fu, qui finalement s'adonne à l'opium en pensant que c'est quelque chose d'anodin, quelque chose pour se relaxer après l'entraînement, et qui finit par devenir un toxicomane. Un toxicomane qui perd même sa force et qui finit par ne même plus savoir maîtriser les arts martiaux, qui se remet en cause et qui, bon, bien entendu, va se réfugié près d'un maître aveugle joué par Tang Chia, et qui va donc retrouver sa puissance et l'esprit martial qu'il faut pour mettre à mal tous ces vendeurs d'opium. Donc c'est un film qui parle de toxicomanie. C'est quand même pas c'est pas un sujet léger, on va dire. C'est un film qui parle des guerres de l'opium, et à mon souvenir, alors je suis pas, peut-être qu'il y en a quelques-uns qui m'ont passé, c'est pas un thème qui a été trop abordé à la Shaw Brothers. J'ai pas le souvenir, non, effectivement. Qui parle de sujets comme ça qui sont pas été forcément abordés dans le Kung Fu Pian en général, mais encore moins à la Shaw. Et alors pourquoi moi je dis que Choi Ark a forcément visionné ce film, c'est que moi vraiment il me fait penser à toute la première partie, si tu enlèves le côté opium et le côté qui devient de plus en plus finalement addict à la drogue, le maître, il a un espèce de Qilong dedans, il a une espèce de façon de se comporter et une façon de se comporter avec ses élèves. Et ses élèves ont une façon de se comporter avec lui, à lui faire des blagues, à croire que Nani, qui me fait beaucoup penser finalement aux relations que Wong Fei-hong aura avec ses élèves dans Il était une fois en Chine. Moi, vraiment, ça me rappelle ça. Mais même, c'est vrai que, par exemple, par Il était une fois en Chine, je trouve même qu'il y a une séquence de combat qui, en termes de chorégraphie, me fait penser à Il était une fois en Chine. C'est la séquence dans les entrepôts. En fait, qui fait pas mal penser à la séquence dans les entrepôts qui précède celle avec les échelles dans les en Chine. Il y a des choses qui sont assez proches. Et je trouve même qu'en termes de ton, hein, les films sont assez proches. C'est-à-dire qu'au départ, il y a ce côté qui commence un peu comme une chronique où il y a des petites scènes de comédie avec chaque personnage. Genre, par exemple, quand les deux disciples vont dragouiller les filles. Voilà, et peut-être de côté un peu chronique, un peu légère. Et puis, plus le film avance, plus il devient grave, quitte à être une véritable tragédie, en fait, dans sa dernière partie, où c'est sans pitié envers les personnages. Et ça me fait penser à Il était une fois en Chine, qui, pareil, est un film qui commence comme une chronique légère, où même on sait pas trop où le scénario veut aller. Ça va d'un personnage à l'autre, des petites scènes de comédie, pour ensuite se recentrer sur quelque chose de beaucoup plus grave et tragique. Oui, c'est vrai que le film fait penser à Il était une fois en Chine. Hein. Et puis t'as ça, moi je trouve ça, et puis t'as le personnage... T'as le personnage de qui c'est qui joue ce personnage dans ce film-là, je me souviens plus. Tu parles de quel personnage qui fait l'élève modèle. C'est Robert Mack, non? Oui. Ouais, exact. Ouais. Donc il y a lui, il y a Robert Mack qui fait un peu l'élève modèle et qui m'ont fait penser au rôle de Yuen Biao, dans Il était une fois en Chine. Donc, et à côté t'as les autres débilos qui font n'importe quoi, un peu pareil, tu vois. T'as cette scène dans l'entrepôt, moi, direct, et puis à un moment, tu vois même une échelle tomber. Moi, c'était à un moment, il y a une échelle qui tombe. Et ça me fait penser à Il était une fois en Chine. Puis t'as une danse du lion.
C'est vrai. Oui. T'as une danse du lion. Enfin voilà, t'as des choses comme ça. Moi qui j'ai dit waouh, et je me dis c'est pas un hasard si finalement quand ils sont revenus de Hong Kong en 93, Choi Ark l'appelle pour bosser sur Green Snake et en 95 il appelle sa femme pour jouer dans The Blade. Je pense que c'était quelqu'un qui a apprécié et qui a bien regardé le travail de Tang Chia, et je pense surtout celui-là qu'il a beaucoup apprécié celui-là. Et il me fait penser aussi à un autre film. Pas de Choi Ark cette fois-ci, mais dans cette façon de montrer, alors sur un autre aspect, mais les défauts d'un maître qui l'empêche d'imposer, de profiter de sa connaissance martiale à son plein potentiel, qui connaît une chute vertigineuse, qui connaît une période noire et qui renaît de ses cendres. Ouais, excuse-moi, mais c'est le maître d'armes de Ronnie Yu. Ah oui. Exact. Oui. Moi, franchement, j'ai vraiment l'impression que ce film, c'était un peu un film modèle pour Il était une fois en Chine et Fearless, tu vois. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et pareil par rapport au Tsui Hark, en fait, Opium and the Kung Fu Master, je crois pas qu'on l'ait précisé, mais c'est une histoire qui est inspirée de la vie d'un vrai maître d'arts martiaux qui s'appelait Lung Quan, je crois, et qui était membre donc des 10 tigres de Guangdong. D'accord, Donc, comme il était une fois en Chine, il s'inspire du vrai Feong, en fait. Oui, puisque les tigres de Canton, donc c'était un frère d'armes de Wong Kei-ying, le père de Wong Fei-hong, c'est ça, voilà. Et du Mandiant So aussi, le fameux Beggar So qu'on voit dans le film. Ouais. Donc moi, c'est un film que je trouve vraiment intéressant pour ça. Alors c'est un film qui martialement est beaucoup moins fou, propose moins de scènes spectaculaires au niveau martial. Il est très bien filmé, il y a des très bons combats et tout, mais c'est pas le but du film en fait. J'ai l'impression, c'est le but vraiment du film. Il est dans son scénario, il est dans le travail des personnages. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure, Aurélien, je suis pas sûr que l'intention soit exactement la même en fait, tu vois. Oui, non, mais je vois très bien ce que tu veux dire. Mais par contre, c'est vrai que le côté combat, c'est moins, comment dire, une démonstration que les deux précédents, qui sont vraiment ce qu'on appelle un show-off. Par contre, je trouve ça ultra maîtrisé, c'est-à-dire c'est un film dans lequel chaque élément de décor et accessoire qu'on voit à l'écran finira par être utilisé de façon totalement à propos lors des combats. Je pense à la scène dans l'auberge au début, c'est un régal. C'est-à-dire que vraiment, t'as une façon de scénographier en utilisant tout ce qu'il y a à la disposition enfin moi c'est cette façon de chorégraphier, de scénographier l'action qui me fait aimer le cinéma hongkongais. Cette inventivité en fait dans l'utilisation des décors, des accessoires, et je trouve que sur ça, Opium and the Kung Fu Master, ça le fait de façon peut-être moins outrancière que les précédents, mais c'est tellement maîtrisé, c'est tellement bourré d'idées que je trouve que c'est un régal. Par contre, il y a quelque chose qui est assez étonnant, je sais pas si on en a parlé, c'est que c'est un film donc qui parle d'un maître qui pratiquait donc principalement les styles du sud, donc tels que le Hungar, et pour cette raison, le projet à l'origine, il était alors, il me semble, là, je crois que c'est Arnaud Lanuc qui en parle dans des suppléments du DVD, que le projet, à la base, il était destiné à Liu Xiaoliang. Parce que justement, c'est un maître de Hungar. Et je dois avouer que je serais assez curieux, j'aurais été quand même aussi assez curieux de voir ce que Liu Xiaoliang aurait pu faire d'un tel scénario, en fait. Parce que ça aurait pas forcément été la même façon de traiter des chorégraphies, de traiter l'action. Il aurait peut-être pas mis aussi en avant les mêmes spécificités des personnages. C'est vrai que le film, en l'état, il est très bien. Je dis pas que Liu Xiaoliang aurait fait mieux, mais c'est vrai que d'apprendre ça, qu'à la base le projet était destiné à Liu Xiaoliang, me donne envie quand même de voir ce que ça aurait pu être. En fait, Arnaud, c'est vrai qu'il parle dans son bonus du fait il ressent un peu la présence de Liu Xiaoliang sur tous les contours du projet, et je vois ce qu'il veut dire en fait dans l'aspect très maîtrisé où on revient un peu à la tradition du kung-fu, etc. Mais je me demande en fait dans quelle mesure il aurait adapté cette histoire à l'écran, parce que quand même, on vient un peu égratigner l'image d'un maître d'arts martiaux de façon
pas glorieuse hein, à travers la drogue. Donc je sais pas, au regard des films qu'il a fait, Liu Chialang en tant que réal, si vraiment c'est quelque chose qui lui aurait parlé et qu'il aurait eu envie de faire. Peut-être que c'est pour ça qu'il a pas fait le projet d'ailleurs, je sais pas. Ah, c'est un bon argument parce que c'est en tout cas les problèmes qu'ont rencontré Ronnie Yu et Jet Li avec le maître d'armes, hein, où ils ont eu la famille de Ruoyang sur le dos, qui ont porté plainte contre Ronnie Yu, contre la boîte de prod, parce que selon eux, ils dégradaient l'image de leur père ou de leur grand-père, je sais plus. Ouais, parce que là, même si effectivement c'est pas une critique acerbe, voilà, avec il touche pas trop au narcotrafic en soi, là, sur les réseaux. Ouais, c'est un consommateur. Voilà, mais on le voit comme dans des positions très très difficiles, dans des situations de manque qui sont terribles à voir. Donc c'est voilà, je sais pas. Je pense que ça aurait été quand même une approche différente peut-être de ce point de vue-là. Et pourtant le film quand même, comment dire, donc se base très très librement hein, sur la réalité, mais comme toujours avec ces films sur des grands maîtres d'arts martiaux en fait, c'est vraiment les films voilà ils impriment la légende et non pas la réalité, et donc c'est là une très très vague ressemblance, mais visiblement, enfin comme je dis, le film il embellit quand même la réalité dans le sens où dans l'histoire que nous raconte Tang Xia, le maître arrive finalement à combattre ses démons, à surpasser son addiction et revient plus fort que jamais. Alors que, à ce qui paraît, le véritable personnage sur lequel est basée cette histoire n'a jamais réussi à se séparer de ses addictions. Ah oui. Donc voilà. Donc sur ça, quand même, le film a quand même un propos positif sur le personnage, c'est-à-dire que là, il arrive quand même à reprendre le dessus et même, comme je dis, à revenir plus fort que jamais, notamment sur ce combat final où il est vraiment présenté comme un demi-dieu quand il revient. Quoi. Je veux dire, c'est une scène qui est assez extraordinaire d'ailleurs, je trouve. Ce que j'aime beaucoup, c'est quand il arrive à se sortir de son addiction, que les plans sont pas sur lui, mais sur le regard de ceux qui assistent à ça. Et je trouve qu'il y a des idées très fortes. Hein. Ah, mais de toute façon, après, c'est un film qui va pas, même avec le dos de la cuillère, il y a des scènes quand même super dures. Moi, je pense c'est que, comment il s'appelle, cet acteur-là? Aujourd'hui, j'ai plus toute ma tête, qui perd sa famille. Sa famille se suicide. Ses gosses, sa femme se pense, ses gosses sont empoisonnés, lui, il se poignarde. Enfin, il y a des scènes, voilà, il y a des scènes très, très dures, en plus, hein. C'est pas, je veux dire, le sujet est pas pris à la légère, quoi. Non, mais en fait, c'est un sujet qui, où tu sens que ça gangrène en fait un peu tout ce village en fait. C'est à la fois le fait que cette figure tutélaire, voilà, du maître d'arts martiaux tombe, ça affecte tout le monde, et le poison de l'opium, voilà, se répand et affecte différentes personnes, différentes familles de façon totalement tragique, quoi. Et en plus, alors je passe du coq à l'âne, mais c'est très différent de ce qu'il a pu faire sur ses autres films, que ce soit Shaolin Priest ou Shaolin Intruders, même en matière chorégraphique, et c'est pourtant exactement les mêmes équipes, hein. C'est-à-dire qu'on a encore Yuen Wah, on a encore Yuen Boon, on a encore son frère, on a encore Liu Song qui sont là, qui l'ont dans le run principal, mais même les équipes chorégraphiques sont les mêmes. Et tout le monde s'est mis d'accord pour proposer vraiment quelque chose de différent. Je pense que vraiment il y avait l'intention avec celui-là de faire quelque chose. Je pense, peut-être que je me trompe, je pense. Alors, est-ce qu'il a réussi ou pas? Chacun se fera son avis. Mais je pense que Tang Xia s'est dit, cette fois-ci, je vais faire un grand film. Je vais faire un film sérieux. Je vais faire un film qui parle de vrais sujets, qui met les pieds dans le plat, qui parle de sujets de société. Parce qu'au final, la drogue, l'addiction, c'est des choses qui sont voilà quoi. Il y a pas qu'à. C'est pas des épreuves à Shaolin, si tu veux. Tu vois ce que je veux dire? C'est des choses qui peuvent parler à plein de gens. Et je pense qu'il avait un peu cette ambition-là de se dire, je vais faire mon film, mon grand film, c'est mon grand film dramatique, tu vois. Et d'ailleurs, ce que je trouve très amusant, c'est que il fait ça en commençant avec une intro qui est vraiment un piège. C'est-à-dire que l'introduction du film,
les 5 premières minutes, tu t'attends à un Shaolin Prince. Enfin, je me souviens, ça commence presque comme un film d'épouvante, avec une espèce d'ombre menaçante qui longe les murs et qui suit les protagonistes. Ensuite, on découvre que c'est un de leurs collègues, donc aux disciples du héros, qui est masqué et qui leur fait une blague. Donc déjà, ça fait un truc un peu film d'horreur, mais ensuite, ça tourne à la comédie. Et puis la blague, ça enchaîne directement sur une baston, puisqu'il y a les méchants qui arrivent à ce moment-là. Et là, on se dit, mais c'est un film qui va passer d'un genre à l'autre toutes les 2 minutes et qui va être un peu foufou, alors qu'au final, passer cette séquence d'introduction, c'est clairement le film, on dira, le plus sobre de Tang Chia. Il y a cette volonté, oui, de faire un film sérieux qui aborde quand même des sujets importants. Donc, je trouve ça amusant de voir cette introduction, en fait, qui est une sorte de trompe-l'œil. Parce que moi, je dois avouer, quand je l'ai revu, les 3-4 premières minutes, j'étais là, je me dis, je me souvenais pas que c'était foufou comme ça, quoi. Non, effectivement, ça l'est pas, quoi. C'est juste le tout début qui fait croire à ça. Oui, même les personnages comiques du début, ils ont une lente progression vers le drame parce qu'il leur arrive des trucs horribles, quoi. Donc on perd petit à petit ce ton léger, quoi. Ouais. En tout cas, très bon film, comme les autres d'ailleurs. Alors c'est des 3 films qui sont parce que parfois on vous parle de films qui sont très compliqués à trouver et tout ça. Là, par contre, ceux-là, ils sont pas compliqués à trouver. Enfin, je pense qu'ils sont encore disponibles. Je sais pas où en sont les stocks, mais en tout cas, vous pouvez les trouver en coffret. Ces 3 films chez Spectrum. Donc, on vous les conseille. Hein. C'est 3 très très bons films pour tout amateur de films de Kung Fu Pian. Allez-y, les yeux fermés. Je pense pas me tromper en disant que vous trouverez ça super. Effectivement, si on aime le cinéma d'arts martiaux, c'est indispensable, hein, les 3 films de Tang Chia. Oui. Et puis même pour les fans qui ont déjà vu des tonnes de films d'arts martiaux et de films de la Shaw Brothers, je vous assure que c'est vraiment pas des films anecdotiques. Hein. C'est hyper marquant, c'est dans le haut du panier, quoi. C'est des très très bons films et qui, de toute façon, même si l'époque classique de la Shaw Brothers, on va dire que c'est les années, fin 60 et puis toute la décennie 70, moi, je continue à dire que quand même les années 80 à la Shaw Brothers, c'était quand même une sacrée époque. Moi, c'est vraiment une époque que j'adore. De très très bons films qui sont injustement méconnus parce que le studio était un petit peu en perte de vitesse et qu'on redécouvre sur le tard. Alors, ils n'auront jamais sûrement l'aura de l'Hirondelle d'Or ou de La Rage du Tigre ou de The Magic Blade, hein. Mais ça reste des très 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 bons films et ce Tang Chia en font partie. Vraiment, c'est dommage qu'il n'en ait pas fait plus. Il devait pas aimer l'exercice, hein, comme on a dit, il a été un petit peu forcé. Hein, à cette époque-là, Mona Fong cherchait donc de nouveaux talents et bien entendu, elle avait le chorégraphe maison qui était là, donc on lui a un peu forcé la main pour faire ses films. C'est dommage qu'il n'en ait pas fait plus. De toute façon, en interview, oui, Tang Chia, il dit clairement, là j'ai relevé une phrase d'une de ses interviews, c'est à un moment, il dit mon talent n'était pas à la réalisation et que même il disait se sentir trop, comment dire, pas assez cultivé en fait pour réaliser des films. Parce que il disait que par exemple sur les films qu'il faisait, il comprenait très très bien donc ce qu'il fallait faire pour la conception des séquences d'action et tout ça. Mais en ce qui concerne les scènes de dialogue, vraiment le côté purement narratif, il y a des moments où il avait du mal à comprendre le texte et donc il fallait qu'il soit aidé et tout ça. Il avait un complexe par rapport à ça. Donc il se disait peut-être pas assez cultivé pour être réalisateur. Alors qu'au final, quand on regarde ses films, je trouve c'est le haut du panier de la Shaw Brothers, hein, clairement. Enfin, c'est sûr, c'est clair. Comme on l'a évoqué au début, voilà, c'est le travail de Tang Chia a irrigué de nombreuses générations du cinéma hongkongais et que on parlait juste avant de Yuen-Wah et Yuen Bun qui ont bossé sur ces films, que ce soit en tant qu'assistant chorégraphe ou en figurant. Et ces 2 mecs-là sont très importants. Hein. Yuen-Wah, il a beaucoup joué avec les Jackie Chan, Sammo Hung, etc. Et Yuen Bun, il est devenu chorégraphe pour Choi Ark. Donc voilà, l'héritage de même parfois réalisateur. Chorégraphe. Oui, exactement.
Et donc l'héritage, voilà, en tant que chorégraphe de Tang Xia, il est immense en fait. Hein. Ça traverse vraiment plusieurs générations de cinéastes, donc on lui doit beaucoup, quoi. Mais Yuan Boon, il est important pour cette période à la show. Hein. Il a pas fait que sur les Tang Xia, il a bossé sur les Lam Nai Choi. Là, j'ai plus le nom de. Aurélien, aide-moi là, celui avec Jason Papiao là, de Lam Nai Choi. Brothers from City. Non. Non, Man from the Gutter. Oui. Man from the Gutter, qui est Yuan Boon qui chorégraphie. Donc c'est de toute façon lui aussi un personnage, même s'il n'a pas réalisé de film chez la Shaw Brothers, c'est un personnage très important des productions Shaw Brothers de l'époque. Alors voilà les gars, on aura rendu hommage à Tang Xia. On souhaite qu'il soit en paix là où il est, et à son épouse aussi d'ailleurs, donc qui ont disparu tous les deux très récemment. Nous, on avait envie de le faire. Je suis très content d'avoir fait, parce qu'on l'avait même annoncé dans l'émission précédente. On avait même annoncé qu'on ferait quelque chose sur Tang Xia. Ça a traîné parce que nous on traîne toujours. Donc je suis très content que vous m'ayez permis, Vincent et Aurélien, de parler de ce grand monsieur. Et de ses très bonnes réalisations. Si cette période-là vous intéresse, on a fait aussi tout un podcast sur Tony Liu qui bossait à la show à peu près à la même période. Donc je vous renvoie au numéro sur Tony Liu. Et bien sûr, Vincent Pellis, Aurélien Goriot-Vallès. Je vous remercie, et puis Joe, je vous remercie aussi au nom de Joe d'être passé nous parler de ce grand bonhomme, et j'espère bien vous revoir sous peu dans l'émission. En tout cas, c'est quand vous voulez. Avec plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation. Hein. Ouais, de rien. C'est moi qui te remercie. Pareil, avec plaisir. Et merci à vous, clairement. Merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions. Et puis, on revient quand on revient. Vous savez, nous, on sait jamais, mais bon, on finit toujours par revenir. Donc, restez câblés. Le Raging Fire Club revient bientôt. Joe, il va sûrement venir aussi nous parler un petit peu de tout ce qu'il a pu voir et faire à Hong Kong. On vous embrasse, on vous souhaite une bonne soirée, et matez des films asiatiques, comme dit Joe, parce que ça déchire. Ciao. Salut.